Bon, alors je suis à Tlemcen depuis le début avril, c'est-à-dire ça fait 3 mois. Je suis venu ici parce que la wilaya m'a demandé de rédiger le texte d'un son et lumière qui devait avoir lieu à Mansoura à l'occasion du 5 juillet. Alors, naturellement, bon, je suis venu dès que j'ai pu et au bout d'un mois de travail à peu près, c'est-à-dire que à la veille du 1er mai, j'ai terminé le texte. Étant donné que la partie technique du son et lumière doit être réalisée en France, il y a eu des complications techniques qui ont empêché la réalisation de ce son et lumière pour le 5 juillet comme prévu. Alors moi, évidemment, j'ai à ce moment-là essayé quand même de faire quelque chose, c'est-à-dire de mettre à profit mon séjour à Tlemcen. En attendant que le son et lumière se réalise, j'ai pensé qu'il serait bon de faire une pièce de théâtre. D'autant plus que pour moi, au fond, le son et lumière a été l'occasion d'aborder un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps, quoi. Alors, ce sujet, on peut dire qu'en gros, c'est l'histoire. Bon, c'est l'histoire du pays, de l'Algérie. Il se trouve que l'histoire de l'Algérie est très mal connue et qu'il existe quand même en Algérie des foyers où cette histoire se révèle plus particulièrement parce qu'elle trouve des conditions pour se conserver plus ou moins. Tlemcen est un de ces lieux, un de ces foyers. Alors ici à Tlemcen, je connais depuis longtemps, j'ai un ami de longue date, c'est Ahmed Bouadi, qui travaille à l'Institut de Khaldoun, qui est un historien, et qui, déjà en 1966, m'avait parlé d'un épisode du siège où les femmes avaient joué un rôle. Alors comme justement tout ça est lié, depuis longtemps je cherche à faire un travail sur les femmes algériennes. Alors j'ai pensé que c'était, qu'au fond, la conjonction de toutes ces choses-là devait aboutir à quelque chose pour le théâtre. Parce qu'évidemment, pour moi, ce qui compte avant tout, c'est le théâtre. Étant donné que le théâtre suppose... c'est une expérience qui m'a été confirmée au Vietnam, par Pham Van Dong lui-même d'ailleurs, le premier ministre de la République démocratique du Vietnam, dès que j'ai achevé L'homme au sandal caoutchouc, et dès qu'il l'a lu, parce que lui-même c'est un professeur de littérature, de même que Diop, un ancien professeur d'histoire, et un musicien même, bon, le militaire par devoir si on veut, le génie de militaire comme Diop, c'est aussi sa profonde connaissance de l'histoire vietnamienne. Et fondamentalement, il m'avait dit, enfin, après avoir lu L'homme au sandal caoutchouc, il a vu ce que j'avais entrevu moi en écrivant, c'est-à-dire que il faut porter au théâtre l'histoire, parce que c'est une excellente façon de la faire connaître. Étant donné qu'un ouvrage d'historien, généralement, il est aride, il s'adresse à des spécialistes, il requiert déjà des connaissances, tandis que l'histoire, portée au théâtre, devient un spectacle, et par là même, elle accroche un certain public qui, jusque-là, n'avait pas accès aux sources historiques. Et de toute façon, on sait très bien depuis toujours, je ne sais pas moi, l'exemple de Shakespeare le montre, par exemple, mais bien d'autres, que l'histoire, c'est évidemment une des sources du théâtre. J'ai donc essayé de faire quelque chose, en partant de cet épisode que m'avait raconté Sidi Ahmed, en partant de la relation de ce siège, et en faisant ce texte pour le son et lumière, j'ai abouti à ce que j'appelle une pièce de théâtre, bien que je la considère comme encore à améliorer. C'est-à-dire c'est un premier jet. Et de toute façon, toute mon œuvre prouve que
On ne peut jamais considérer qu'une chose est terminée. Pour moi, c'est un début. C'est une base pour l'avenir, quoi. Alors, évidemment, j'ai oublié, là, en parlant là, en vrac, j'ai oublié une conjonction importante avec tout ce que je vous ai dit là. Il y a encore une chose importante qui s'est produite, c'est que au moment où j'écrivais le son et lumière, c'est d'ailleurs vous-même, quoi, qui m'avez annoncé les nouvelles, j'ai appris qu'un groupe de jeunes filles, de lycéennes, d'ici, du lycée El Hamidou, avait monté une nouvelle pièce, la poudre d'intelligence. Bon, je suis toujours très frappé par ce problème, le problème de la femme algérienne dans l'histoire. Depuis que je suis très jeune, c'est toujours une chose qui m'a semblé primordiale, parce que pour moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu étant donné, si on veut, que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, comme source première, j'ai toujours eu ma mère. C'est-à-dire, finalement, ce qui a fait de moi ce que je suis, c'est ma mère. Et je crois que c'est vrai pour la plupart des hommes. Certains l'oublient, ou l'ignorent, mais en fait, sur le plan de la langue, par exemple, sur le plan de l'éveil d'une conscience, de tout cela, la mère, c'est elle qui fait prononcer les premiers mots à l'enfant, c'est elle qui généralement construit son monde, c'est elle qui, ça n'a l'air de rien, mais les berceuses par exemple, les premières berceuses qu'on entend quand on est tout petit, les premières histoires qu'on entend, que la grand-mère ou la mère raconte pour endormir son enfant, les mots de la tribu, comme on dit, bon, ces mots-là, généralement c'est la mère qui les prononce, et je crois que tous les Algériens, quand même, savent plus ou moins obscurément ce que c'est que la femme déjà en tant que mère. Ça, ils le respectent. Mais ça s'arrête là. Pourquoi? Parce que nous sommes plongés dans le monde arabo-islamique, et que dans ce monde-là, la femme, pour l'homme, devient une étrangère à partir de l'âge de puberté. C'est-à-dire, dès qu'on commence à grandir, on ne va plus avec sa femme avec sa mère au bain mort. On ne voit plus le monde des femmes. On est considéré déjà comme un homme. Bien sûr, on ne se cache pas de vous, mais le garçon lui-même, il ne veut plus aller avec les femmes. Il y a un état d'esprit comme ça. Si bien que ce que j'appellerais le ghetto féminin, bon, à un moment donné, nous devient totalement inconnu. Nous perdons le contact avec le monde des femmes. Et c'est ce qui explique d'ailleurs, même quand j'ai écrit Majma, je m'en suis bien rendu compte, quand j'ai voulu camper le personnage. Je me suis rendu compte à quel point nous ignorons pratiquement tout de nos femmes. Nos propres sœurs, quoi. Et puis déjà avec nos mères, la rupture se passe dans l'enfance. Donc il y a tout ce monde de femmes qui reste une grande inconnue et qu'il est temps de mettre en lumière. Alors évidemment, la première chose, c'est l'histoire. Parce que l'histoire remonte au passé, elle éclaire déjà une grande partie du vécu, de l'expérience vécue, et à travers elle, on arrive à l'actualité. Et par là, on peut voir un peu plus clair. Évidemment, pour nous, l'histoire ne doit pas nous faire oublier, que nous vivons une révolution. Et en fait, tout le monde est en évolution à notre époque, le monde entier. Il l'est depuis très longtemps, parce que la révolution ne date pas d'hier. C'est un très vieux phénomène, bon, qui fait les sociétés depuis très longtemps, mais seulement maintenant on commence à en avoir conscience. Et c'est cette nouvelle conscience qui maintenant ouvre des horizons de plus en plus grands à la littérature, et par là, la littérature débouche directement sur la politique. Sur la politique, c'est-à-dire sur l'action, la praxis, la pratique de la politique, chaque jour, de façon constructive, mais consciente. Alors là, bon, évidemment, faire l'histoire de la nation algérienne, par exemple, ou bien d'une ville comme Tlemcen, à travers ces femmes, ça montre déjà beaucoup de choses. Ça montre alors d'abord que la femme a toujours convenablement participé à notre histoire, qu'elle a souvent joué un rôle de premier plan, et que
en particulier dans la révolution que nous venons de vivre, la femme a joué un rôle déterminant. Parce que surtout vers la fin, lorsque les hommes étaient en prison, en exil ou décimés dans le maquis, eh bien c'est la femme qui a relevé le drapeau. C'est les grandes manifestations de masse de 1960 où les femmes étaient en écrasante majorité, et les mains nues. Hein. C'est ça finalement qui a arraché la victoire en Algérie. Et ça, ce sont des forces qui sont encore inconnues ou inconscientes en Algérie. Alors là, évidemment, dans cette pièce, on ne voit qu'un épisode historique. Or, comme la manifestation doit se produire le 5 juillet, j'ai pensé que, il fallait quand même essayer d'aller un peu plus loin. D'autre part, se posait un problème de langue. Il était impossible, surtout à l'occasion de ce 5 juillet, de faire une grande manifestation populaire uniquement en français. Il était aussi impossible, en si peu de temps, de faire une traduction correcte de la pièce Saoud-Nissa. J'ai donc ajouté une seconde partie qui est tirée de Mohamed Pantavalise, c'est-à-dire de la pièce que nous avons jouée en France dernièrement. Alors voilà donc là ce spectacle. Alors j'ai pris dans cette pièce certains épisodes où les femmes sont apparentes, et je me suis arrangé pour arriver à la période actuelle, à la révolution agraire. Mais très rapidement, par des tableaux, une succession de courts tableaux très rapides. Voilà. Je crois que votre vie d'écrivain a commencé par de l'histoire. Vous y êtes donc en effet intéressé très tôt, à 16 ans, après avoir donné une conférence sur la vie d'Abdelkader. Oui. Vous en avez publié le texte aux éditions Nana. Oui. On peut dire qu'en ce sens que votre veine de poète se trouve donc doublée d'une vocation d'historien. Qu'est-ce que, au juste pour vous, que l'histoire? Quel enseignement apporte-t-elle à votre expérience aujourd'hui? Évidemment, bien sûr, j'ai un peu répondu dans la première question, mais on peut insister là-dessus. C'est-à-dire que pour un peuple comme le nôtre, nous avons failli mourir en tant que peuple et en tant que nation. Nous avons frôlé le néant. Et c'est Ahmed le connaît bien, c'était de la même génération. Il sait bien que pour nous, quand nous étions jeunes, que le colonialisme semblait très fort, impossible à abattre, et que notre culture était complètement moribonde, que nous ne savions pas, toutes nos sources étaient empoisonnées. Jusqu'à présent, d'ailleurs, nos sources historiques sont empoisonnées, puisque l'histoire de l'Algérie a été écrite par des Français. Bien. Alors, dans cette situation, pour nous, la recherche du passé, la recherche de l'histoire, était non seulement une curiosité, mais elle était vitale. Elle était absolument vitale. Un homme qui ne sait pas ce qu'il est, qui ne sait pas d'où il vient, c'est un homme qui ne peut pas lire, il est paralysé. La connaissance de l'histoire est absolument nécessaire. Il y a des peuples pour lesquels ça semble une question superflue, quoi. L'histoire, bien sûr. Mais pour nous, c'est vital. On doit savoir, par exemple, ce n'est pas la peine d'aller bien loin. Prenez un héros national que nous avons qui s'appelle Abdelkader. Faites une enquête dans tous les milieux. Vous verrez que la figure d'Abdelkader est obscurcie, qu'elle est souvent, même, que les calomnies circulent sur lui, finalement finissent par être acceptées. Qu'il y a, bref, une espèce de doute qui dévore notre jeunesse, et pas seulement notre jeunesse, tout notre peuple, à propos de toute notre histoire. Ça, c'est seulement en remontant à Abdelkader. Maintenant, je vous ferai remarquer, par exemple, que notre héroïne nationale, la première, celle que tout le monde devrait connaître, par les écoles, partout, la Kahina. Bon, où trouverez-vous quelque chose sur la Kahina? Personne n'en sait rien. Est-ce parce qu'elle était femme, berbère ou juive? Je n'en sais rien, mais je crois que c'est les trois à la fois. Et finalement, c'est surtout parce qu'elle était une femme. Bon, et pour nous, on arrive difficilement à imaginer ce que peut être une femme, chef de tribu. Ça nous est difficile de l'imaginer. Moi-même, en écrivain, si je veux faire une pièce sur la Kahina maintenant, heureusement, j'ai enfin lu Ibn Khaldoun, grâce toujours à Sidi Ahmed. Bon, j'ai enfin pu me procurer toute l'histoire de Berbère. Bon, mais là, il y a déjà pas mal. On peut déjà. Mais de toute façon, c'est clair, il y a une carence très grave chez nous, ce histoire-là. En partant de la Kahina jusqu'à Abdelkader, nous ignorons pratiquement tout. Or, ça, c'est un explosif terrible que nous perdons là. C'est une force extraordinaire, parce que
déjà, ce que nous savons de notre révolution, qui n'a duré que 7 ans, notre guerre de libération nationale, nous savons que là, des trésors d'héroïsme ont été dépensés, nous savons que des exploits extraordinaires ont été réalisés, dont personne n'entendra plus jamais parler, qui sont déjà oubliés, même maintenant. À plus forte raison, si on remonte à 10 ou 20 siècles en arrière. Alors là, c'est clair que l'histoire, si on connaissait cette histoire, il ne s'agit pas de faire de la... Il ne s'agit pas d'idéaliser notre histoire. Il ne faut pas en faire un tableau, une succession de héros parfait et absolu. C'est pas ça. Au contraire, il faut comprendre la faiblesse, par exemple, aussi. Comprendre exactement comment ils ont vécu. Démystifier toutes les mots légendes des trop beaux pour toutes les fadaises, toutes les saloperies, même, disons le mot, qui continuent à couler sur l'Algérie, le sujet de l'Algérie. Et comme nous sommes malgré tout, encore, et de plus en plus même, tributaires d'un héritage colonial, que nous le voulions ou non, toujours le même poison circule. Nous lisons toujours le même livre, le même journaux. Hein, tout ça, ça vient où ça a été fabriqué à Paris par nos anciens colonisateurs. Et ça ne peut pas avoir d'autre but que de nous paralyser, de nous ligoter, de nous plonger dans le doute, de nous stériliser, en tout cas de saboter notre révolution de quelque façon que ce soit. Je ne jette pas l'anathème sur tous les chercheurs français, parce qu'il y a des chercheurs français honnêtes. Il y en a qui ont fait un effort respectable pour faire connaître l'histoire d'Algérie. Il y a même eu, je ne sais pas moi, disons ça. Brosselard, qui était sous-préfet, par exemple, qui était un fonctionnaire colonial, mais qui était honnête, et qui a quand même laissé une histoire de personne, qui est utile. Mais on ne doit pas non plus oublier qu'il y a eu des centaines et des milliers de volumes, et puis il y a toute une presse, et jusqu'à présent, l'esprit néocolonial, bon, contre laquelle nous devons produire nos propres œuvres. Alors, donc l'histoire, c'est sûr que pour nous, c'est la connaissance de l'histoire est urgente, parce qu'un homme qui se connaît est 2 fois plus fort. Un homme qui connaît son passé, connaît le passé de son pays, qui sait ce qui s'est passé, qui sait pourquoi on est arrivé, pourquoi et comment on est là, c'est un homme 2 fois plus fort. Parce que la conscience, finalement, qu'est-ce qui détermine l'homme? Bon, indépendamment du fait qu'il travaille, qu'il n'est pas un animal, bon, il travaille, qu'il est doué de conscience, qu'il peut parler, qu'il a un langage, et en définitive, sa conscience qui détermine toute son action. Alors donc, c'est clair que nous devons, tous les écrivains, et je crois que beaucoup le comprennent, de plus en plus essayer de dégager notre histoire, c'est-à-dire que l'art, en tant que reflet vivant, c'est vraiment un des meilleurs moyens d'intéresser le peuple à son histoire. Alors, on a de plus en plus, chez nous, comparativement dans le monde arabe, on croit qu'un problème fondamental consiste dans la recherche de l'identité nationale. Croyez-vous, pour votre part, à cette recherche de l'authenticité qu'on a appelée si souvent un retour aux sources? Oui, bien sûr, j'y crois, c'est certain. C'est certain. Il est évident que, par exemple, sur le plan de la langue, actuellement, le grand problème, c'est l'arabisation. Bien. Pourquoi est-ce que tant d'erreurs sont commises, des erreurs d'appréciation sur l'arabisation? C'est parce qu'on n'a pas encore compris que l'arabe que nous parlons en Algérie ne peut absolument pas être celui qu'on parle dans d'autres nations arabes. Et qu'est-ce qui fait cette différence? C'est justement le cachet national. Bon. C'est clair que si vous parlez, vous êtes de Tlemcen, de l'Ouest, mais si vous parlez à quelqu'un de l'Est algérien, vous sentez tout de suite dans la langue une expérience vécue qui est la même, un passé historique qui est le même, un cadre national qui est le même, une sensibilité nationale qui est la même. Avec des variantes, avec tout ce qu'on veut, avec une infinité de variantes et de variations, mais il y a une profonde unité qu'on ne sent pas à partir du moment où il s'agit d'autres peuples. Or, jusqu'ici, l'arabisation a été tout le contraire de ce qu'elle devait être sur le plan national. C'est-à-dire qu'on a voulu imiter un modèle égyptien ou syrien ou arabe de façon abstraite, chose que ne fait aucun peuple arabe finalement, parce que les peuples arabes eux-mêmes ont fait cette expérience de l'arabisme académique ancien et abstrait pour en venir eux-mêmes à cette vérité évidente que c'est le dialecte parlé par le peuple égyptien ou par le peuple syrien ou par le peuple algérien dans son cadre national, avec son cachet national,
c'est ce dialecte-là qui devient une langue. Maintenant, ça dépend de nous. Ça dépend de nous qu'il devienne une vraie langue. C'est-à-dire qu'ils s'enrichissent, qu'ils s'organisent comme langue, qu'ils acquièrent tout ce qui fait qu'un dialecte devient une langue. Or, actuellement, si notre dialecte reste dialecte et n'est pas une langue, ce n'est pas sa faute à lui, c'est notre faute à nous. C'est parce que nous n'avons pas su dégager sa richesse et le considérer comme langue. Pourquoi? Parce que notre identité nationale est encore floue. Alors, il y a une autre composante de notre identité nationale, c'est la composante berbère. Ça, c'est très important aussi. Mais ça, c'est certainement une des choses qui feront que l'article sera... Mais c'est... Non, il ne faut pas que ça... Parce qu'il y a d'autres journaux, qui peuvent le passer. Il faut garder le texte. Non, le texte sera gardé. Oui, même si censure. Non, il ne sera pas censuré. Parce que la composante berbère est aussi très importante. À l'heure actuelle, les Algériens, qu'est-ce que c'est? La plupart du temps, c'est des berbères arabisés ou des arabes berbérisés. Hein? Il y a un grand mélange, c'est clair. Mais le fond, l'origine, c'est quand même les berbères. Or, pourquoi les appelle-t-on berbères? C'est les Romains qui les ont appelés barbarie, les barbares. Parce que pour eux, les habitants d'un pays qu'on vient coloniser, soi-disant on vient le civiliser, donc les barbares. Les Romains nous ont appelés comme ça et nous nous appelons comme nous appelaient autrefois les Romains. C'est-à-dire nous nous insultons nous-mêmes dans le mot berbère. Alors que c'est une langue, on la parle. Alors comment voulez-vous que les patriotes kabyles ou les patriotes chaouis, c'est quand même là-bas que sont partis les premiers coups de feu, c'est là-bas que les plus grandes souffrances ont eu lieu. Comment voulez-vous que ce peuple à l'heure actuelle, il a presque honte de sa langue? Il y a des Kabyles qui en arrivent à en avoir honte de parler kabyle. Bon, voilà pourquoi nous avons parmi nous un soviétique qui peut vous expliquer qu'en Union soviétique, le problème de nationalité est très complexe. Mais que même les minorités nationales, même 300 000 personnes, dans la Yougoslavie, j'ai vu ça, même 300 000 personnes ont droit à leurs journaux dans leur propre langue, ils ont droit à leur livre scolaire dans leur propre langue, parce que la langue c'est sacré, il n'y a rien à faire, c'est le lait maternel. Si quelqu'un qui en arrive à oublier sa langue, il est mort en tant qu'homme des langues, même pas. Mais en ne pouvant jamais être algérien, tant que la langue berbère sera dans ce ghetto, qu'elle sera une espèce de curiosité dans une académie, alors qu'elle n'est pas enseignée, alors qu'elle pourrait s'enseigner. Et que c'est notre devoir à nous, tous Algériens, de la connaître. Et ce n'est pas tellement compliqué, on apprend bien des langues étrangères. Pourquoi ne pas apprendre une langue nationale? Oh, c'est la première, celle-là. Alors là, évidemment, on peut parler à perte de vue sur les problèmes qui se posent, mais ça, c'est un problème important. C'est un problème très important. D'abord, comprendre qu'aucune arabisation n'est possible, indépendamment du cadre national, indépendamment du fait que la langue du peuple algérien ici, ce qu'on considère son dialecte, ce qu'on considère comme étant son dialecte, c'est ça la langue nationale. Une des langues nationales, parce que nous en avons plusieurs. Nous en avons jusqu'ici deux. Et on peut dire qu'il y en a une troisième, mais celle-là, ce n'est pas une langue nationale, c'est une langue d'emprunt, c'est le français, qui a un avenir aussi. Qui a un avenir, parce qu'il ne faut jamais abandonner. C'est une arme puissante, une langue, parce que surtout à notre époque, les moyens de communication avec les autres peuples sont très précieux. Il faut avoir une attitude offensive en matière de culture. Celui qui recule ou qui a peur sera encore plus berné, mystifié, alors que celui qui veut aller au-devant des autres en apprenant leur langue, exemple. Pourquoi les pieds noirs? Les pieds noirs avec nous. Pourquoi est-ce qu'ils ont perdu la guerre? C'est pas parce qu'ils sont moins courageux que nous. C'est pas parce qu'ils sont moins travailleurs que nous ou moins intelligents que nous. C'est parce que nous savions leur langue et eux ignoraient la nôtre. C'est la marque. Nous avons fait la révolution. La révolution algérienne, en grande partie, même avec des semi-analphabètes, mais avec des connaissances de la langue de l'ennemi. Et l'ennemi ne connaissait pas, lui, notre langue parce qu'il nous méprisait. Et voilà comment le mépris, justement, le mépris des valeurs culturelles est dangereux. Et voilà pourquoi, quand nous avons une richesse, au lieu de fuir devant elle, ou de la nier, ou de l'étouffer, il faut au contraire la développer, c'est une arme. Voilà. Attends, on va faire parce que sinon les explosifs vont se multiplier. Ce sont des choses comme des... C'est la révolution, écoute. Parce que si les Noirs qui étaient exactement comme nous, c'est-à-dire colonisés, arriérés économiquement de façon extraordinaire, eh bien au Vietnam, il y a plus de 60 nationalités. Vous voyez ce petit pays? Oui, il y a 60 nationalités au Vietnam. Bien sûr. c'est bien de sauvegarder
Il y a 60 nationalités au Vietnam et chacune a ses caractères propres. Chacune se développe. Et, par exemple, le langage, ils ont aussi leur langue là. Parce que, allons plus loin encore. Par exemple, prenons sur le plan, ne parlons même pas politique et révolution. Parlons langage, professionnel. C'est-à-dire, je suis écrivain, je m'intéresse au langage. Prenons le plus grand écrivain moderne sur le plan de la recherche par le langage, c'est Joyce. Le monde occidental moderne, hein, c'est le grand prophète, c'est lui qui a fait Faulkner, c'est lui qui a... Dans la technique, c'est un Irlandais de génie. C'est pas pour rien que c'est un Irlandais d'ailleurs. Parce que lui aussi, il avait un problème de langue. Avec parlant la langue anglaise, alors que l'Irlandais, une chose, c'est le seul qui s'en rapporte plutôt de l'OTAN. Mais c'est un homme, alors lui, il avait la passion du dialecte. C'est un bonhomme qui a vécu beaucoup en Italie. Il a dénombré, je crois qu'on peut en dénombrer encore plus, il a dénombré près de 200 dialectes. Et il les parlait. Et un écrivain digne de ce nom, il se rend compte toujours que le dialecte, c'est encore plus intéressant que la langue. Parce que le dialecte, là, tout le sel de la langue est dans le dialecte. Et finalement, la révolution qui s'est faite en France, par exemple, pourquoi est-ce que les Français ont été assez avancés dans leur mouvement littéraire, même dans les dernières périodes, enfin, jusqu'à Rimbaud. Hein? Pourquoi? Parce que chez eux, la séparation avec le latin s'est faite d'une façon radicale. Vraiment radicale. Et ces grands poètes qu'on appelait des voyous à l'époque, je ne sais pas, Villon, Rabelais, par exemple. Bon. C'est ceux-là qui ont fait la langue française. Parce que, disons, le latin, si on avait continué, c'est-à-dire si les Français avaient fait ce que nous faisons nous maintenant, ils seraient encore au latin. C'est-à-dire un langage d'église que personne ne comprend. Et le folklore, ils ont perdu. À part quelques... On dit que là, eux sont arrivés, justement, parce qu'il y avait de grands écrivains comme Rabelais, comme Villon, des gens qui vivaient dans la rue, qui parlaient le langage des hommes de la rue, qui comprenaient le génie qui est dans le peuple, qui est là, qui crée. Ils savaient que c'était là, le grand réservoir de la langue était là. Alors, contre ça, avec ça, ils ont complètement tourné le dos au latin, et ils ont fait une langue, vous pouvez la voir, la langue française moderne, dans ce qu'elle a donné, jusqu'à Rimbaud, et jamais on n'a donné ça en latin. Ça n'a pas empêché Rimbaud d'avoir un prix de vers latin. Mais ce n'est certainement pas en latin que Rimbaud aurait écrit ce qu'il a écrit. Nous devons faire la même chose, nous devons cesser de considérer la langue comme sacrée. C'est la langue du Coran, Sahab, mais elle n'est pas sacrée. Une langue sacrée est une langue morte, parce qu'on ne touche plus. Elle est sacrée, on n'ose plus la toucher. Alors c'est toujours les mêmes formules qui reviennent. Ça devient formaliste, c'est toujours les mêmes trucs, il n'y a qu'à voir, c'est de ça que la poésie arabe est morte. C'est ça, les poètes courtisans, etc. Ça n'a plus aucune vie. C'est un truc qui fait pour briller. Donc, en fait, à ce moment-là, on ne se préoccupe plus, on se préoccupe de n'être pas compris. Parce que ce type de culture qui se veut sacrée, qui a un fondement religieux, elle est faite pour maintenir le peuple dans l'adoration de gens qui ne savent pas ce qu'ils disent. Alors là, c'est des charlatans. C'est une question de folklore. Ce qui fait Bartok, ce qui fait leur force, hein, c'est qu'ils sont, tout en ayant la grande hardiesse, créateurs modernes, qui connaissent toutes les gammes de la recherche, qui savent tout ce qu'on sait à leur siècle, mais qui puissent dans le folklore, dans les chansons des paysans. C'est là qu'ils ont trouvé finalement les thèmes. C'est là qu'ils ont trouvé les thèmes les plus beaux de leur œuvre. Et même ils apercevons là maintenant que une petite légende de rien du tout, justement ce qui est curieux dans l'histoire, hein, c'est que dans toute l'histoire du siège de Tlemcen, le peu que j'ai recueilli, finalement c'est Ahmed m'a quand même donné l'essentiel, parce que lui il y a 20 ans qu'il dit ça, mais finalement c'est la chose la plus petite, celle qui aurait pu passer inaperçue. Généralement des historiens passent inaperçus parce que ce n'est qu'une simple légende. De celle qui, pour un lecteur normal, ne l'aurait même pas vu. C'est la légende d'Aïcha, qui engraisse son veau. Hein. On l'a dit, c'est une femme qui engraisse son veau en temps de famille. Eh bien, pour un poète, ça, moi je sais que ça m'a inspiré plus que toute autre chose. Ce qui prouve que la vie du peuple, les choses qui apparemment n'ont aucun sens, hein, quand on commence à les regarder avec un œil neuf, et surtout sans préjugés, parce que ce qui tue les écrivains, certains écrivains chez nous, c'est qu'ils se font une idée aristocratique de l'écrivain. Ils croient que l'écrivain est un homme à part,
ou bien dans une tour d'ivoire, ou bien un serviteur incompris, ou bien un homme fait pour une certaine société qui nous comprend, à l'abri de mécènes, avec une cour ou avec des gens lettrés, seuls capables d'apprécier. C'est pas possible. Cette conception-là, surtout à notre époque, où le monde entier est en révolution. Même un sourd, un aveugle, est obligé de comprendre qu'à notre époque, c'est pas possible de rester à cette conception. Et maintenant, je crois qu'il y a pas mal de gens qui ont compris, surtout depuis notre révolution, on a vu que ce peuple-là, qui passe devant eux tous les jours, qui ne remarque même pas, c'est quand même ce peuple-là qui l'a fait. Mais ils ont tendance à l'oublier constamment. Or, ce peuple parle, ce peuple vit, ce peuple fait des trouvailles chaque jour. Et c'est lui qui fait la langue, finalement. Il faut revenir à une conception beaucoup plus vivante de la culture. Et elle est beaucoup plus grande, celle-là, elle est beaucoup plus ambitieuse, finalement, parce que venir au peuple, c'est pas descendre, c'est monter. Parce que c'est une énorme force, le peuple. C'est un océan c'est-à-dire pour moi, l'expérience vécue, surtout pour l'écrivain, l'expérience vécue, c'est la première chose. Où trouver l'expérience vécue, sinon dans le peuple? Alors, vous pouvez trouver des gens qui ont lu tous les livres de leur temps et des temps passés. Mais ce sont des connaissances livresques. Ce sont des connaissances livresques. Par contre, les gens de la rue, les gens du peuple, dès qu'on commence à les connaître un peu, et on s'aperçoit que c'est pas moi, il n'y a qu'à faire la vie d'une femme de ménage. On verra que c'est souvent plus héroïque que de grandes personnes. Et surtout ici en Algérie. Alors, pour ça, il faut descendre. Il faut descendre loin dans l'âme de l'homme. Il faut rien négliger. Il faut voir les détails. Il faut surtout avoir un œil neuf. Et pour ça, il faut faire une révolution, une vraie révolution, parce que dans notre pays, nous avons perdu le contact avec certaines réalités. Et en particulier le problème de la femme, alors celui-là, nous l'avons perdu complètement de vue. Bien qu'il soit présent tous les jours, bien qu'il soit depuis des siècles vraiment dans l'air, nous l'avons perdu de vue. Nous avons besoin de faire un effort, un très grand effort. Alors pour ça, il y a toujours des choses qui poussent dans la révolution, parce que les choses se tiennent. À l'heure actuelle, nous avons un élément nouveau qui est apparu, c'est la volonté du gouvernement algérien de faire la réforme agraire. Bien, ça, c'est ça qui va faire tout démarrer. Si on veut, si on peut. Là, ça, on verra bien. Mais si on veut, avec la révolution agraire, on peut soulever absolument tous les problèmes de l'Algérie. La femme, la culture, tout. Parce que là, c'est la base de tout, c'est la terre. Nous sommes un peuple de paysans. Si la terre revient à ceux qui la travaillent, pour une fois, l'Algérie sera enfin sur une base. On pourra parler de quelque chose de vrai. Jusqu'ici, tout ce qu'on a fait, c'est purement théorique. C'est une approche. Mais si un jour les paysans sont à leur place, comment les faire? Alors moi, je suis sûr que la culture va s'enrichir énormément. Parce que là, nous allons trouver, il y a quelque chose peut-être de décourageant dans le fait de constater que les paysans sont analphabètes. Bien, moi, je trouve que leur analphabétisme, au fond, c'est mieux que d'acquérir des fausses connaissances. Je sais pas, moi, je vois dans notre groupe de théâtre, nous avons une femme qui a fait 9 ans de conservatoire. Ben, alors, j'aurais préféré que pendant 9 ans, elle ne fasse rien. Parce que ces 9 ans de conservatoire l'ont complètement stinté pour la vie. Alors, et ce peuple-là, les paysans, pour le moment, ils sont vierges. C'est-à-dire, ils sont complètement vierges. Ils n'ont pas été contaminés du tout par l'esprit, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. Oui, par l'esprit cosmopolite, très superficiel, qui imprègne les citadins. Les citadins, même la télévision, parce que ça dépend de ce qu'on passe, de la qualité des choses qu'on passe. Mais enfin, l'univers mental d'un citadin est pourri comparé à celui d'un paysan. Parce que celui d'un paysan, il est peut-être vide, mais il est vierge. Et les grandes idées, les bonnes choses, peuvent se développer. En plus, il a une expérience vécue. Même s'il n'arrive pas à l'exprimer ou à s'en rendre compte, c'est un homme qui souffre, qui a toujours souffert, qui est né dans la souffrance et les privations. Et c'est un homme qui sait, il souffre, par exemple, d'être analphabète, il le sait très bien. Lui, il veut vraiment la culture. Ce n'est pas un type qui a une attitude détachée ou indifférente, ou curieuse, simplement. Ce n'est pas un dilettante. C'est quelqu'un qui veut, c'est une soif réelle. Alors là, ça tombe bien, là la culture est à sa place. Là, la moindre chose qu'on fait, si on la fait là, si on la fait chez les paysans, elle est à sa place.
Alors là, ça va ouvrir beaucoup d'horizons là. Donc, je pense que on peut arrêter là cette parenthèse parce que c'est quoi. C'est ce que je vous ai expliqué. Oui. Dans les parenthèses, justement, elles sont très nombreuses. C'est une question très générale, hein. Je vais pas te donner une question, tu peux arrêter. Parce que j'ai parlé de ça quand de toute façon quand j'ai répondu à Aux deux premières, oui. question, j'en ai parlé. Oui, vous avez parlé Parce de que ça. j'ai dit qu'il y avait à faire énormément de choses ici à Tlemcen, avec qui, etc. Bien sûr. Ce n'est que pour le moment ce n'est pas complet, parce qu'il y a peu de temps que je suis à Tlemcen. Je ne connais pas encore les ressources qu'il peut y avoir. Je n'ai pas rencontré de loin encore toutes les personnes qu'il faut rencontrer. Ça c'est une question qu'il faudra me poser quand je serai devenu un citoyen un peu plus vieux. D'accord. à Tlemcen. Alors maintenant, vous pouvez donc nous donner vos impressions sur votre séjour à Tlemcen. Ah, il est excellent. Mon séjour se passe bien. Je suis très content. Je pense que... Hein? Pas de problème. Non, c'est une question, pas la réponse. D'accord, là je parlerai de ça, Ouais, lié à des c'est- personnes malades, Non. pour faire un petit chapeau. Moi, je suis très heureux d'être ici parce que de toute façon, notre pays est très grand. Il faut le connaître. Il faut le connaître. Alors, j'ai l'occasion d'être à Tlemcen, dans une ville qui a une beauté indéniable, que tout le monde s'accorde à reconnaître, qui a un grand passé. C'est évident que c'était une ville que je devais connaître. En plus, il y a des attaches toujours, les amis. Je trouve que j'ai des amis ici à Tlemcen. Je me suis fait de nouveaux amis. Voilà, c'est déjà... Puis il y a la région de Tlemcen à connaître. Il y a beaucoup de choses, quoi. C'est quand même la région de... Pour moi, l'Oranie aussi, d'une façon générale, c'est un pays, c'est une région que je devais à tout prix visiter et où je devais séjourner, puisque je projette depuis longtemps d'écrire la lutte d'Abd Qadr. Puisque ça, justement, tout à l'heure, vous me disiez que vous parliez de la brochure parue aux éditions Al-Nahla sur Abd Qadr. Là, j'avais 17 ans. C'était mon premier travail. Et c'est pas pour rien que c'était sur Abd Qadr. Je vous ai répondu en me disant à quel point, pour la jeunesse de notre génération, il était important de connaître le passé. Il est évident que, par exemple, pour moi, l'Oranie, c'est important sur le plan professionnel parce que c'est là que je vais retrouver, c'est là que je vais être appelé, si j'ai pas bien, à écrire l'épopée d'Abd Qadr et de ses compagnons. J'ai prévu aussi une question, je crois à laquelle vous avez déjà répondu aussi. Le projet, c'est que Mohamed prend ta valise, dépose sa valise pour quelque part. C'est déposer ma valise pendant quelque temps. Non pas pour prendre du repos, mais pour me réenraciner un peu. Alors, je crois que l'occasion se présente.